I think a lot of people here know Mathilde Panot. We're so honored to have her, the head of the France Insoumise delegation in the National Assembly, elected from Ivry, which is a wonderful city southeast of Paris. I don't know if any of you have ever been there. I feel like, you know, for people on the American left who are a little bit less familiar, but have some sense that France Insoumise, since 2017, since the presidential election that year when Jean-Luc Mélenchon ran and scored, what, like 19.6% of the vote or 20% in the first round. And then in the parliamentary elections that year, France Insoumise made something of a breakthrough with 17 MPs elected. I think you were in that first crew of people to get elected. And then again in 2022, Mélenchon ran again. His score was even better, came very, very close to making it to the runoff. And after that, France Insoumise had, is it 80, 75? 75. 75 members of the parliament who are in office, have really taken a incredibly principled stand around a whole range of issues, in particular around Gaza, in a very, very difficult, I would say, political situation, faced a lot of demonization from the media, a real campaign against the left for its position in support of Palestinian freedom and equality. And, you know, a situation in France, it's hard for Americans to understand, but like demonstrations around Palestine were banned, were forbidden for something like a month, maybe two after October. Still, I think, very difficult for people to protest. France Insoumise has sent a delegation to the Rafah border crossing, I believe, in solidarity with the Palestinians, has called for arms embargo against Israel, is running, I think, for the upcoming European elections. Is it Rima Hassan, who's a very prominent Palestinian activist in France? And just to say, you know, it's a very tense and difficult political situation, not just with the Macron government that's in power and has done all sorts of terrible things, but also the growth of the far right, which has been very strong in its support for Israel, is my sense of things. You know, in large part out of if anything defines the far right Europe-wide, but in particular in France, it's a hostility to Muslims, to immigrants. Also, you know, has tried to kind of claim the mantle of combating anti-Semitism, ironically, because Marine Le Pen, who is the standard bearer for the far right, her father, who very famously, who led the far right in the 80s, it had its big breakthrough in 1984, I think was its first breakthrough. And then he ran for president in 88, and again several times after that, was very famous for downplaying the Holocaust, being very sort of a classical fascist anti-Semite. And now they're sort of trying to present themselves as, I don't know, the defender of Jews, you know, against the Muslim hordes in a really racist way. And so in the lead up to, I think in particular, the 2027 presidential election, that's a ground that they are trying to stake out, and they're trying to attack the left, you know, around that. That's something that we are familiar with. I think the political dynamics, and we can get into this, are a little bit different here. You know, in some ways, and we can talk about this, like the left is so Jewish in this country. It's much harder for them to use the anti-Semitism cudgel against us in this false and dishonest way. But that's something that, you know, I think people have really been attacked on, and who have taken a principled position for Palestine in France. So we're here to learn about their struggles and what you know, the dynamics around Palestinian solidarity in France. I should mention, sorry, I'm Jonah Birch. I'm a contributing editor. I know, after I went through all of that, for Jacobin magazine. I'm a member of DSA, the Democratic Socialists of America. Also of Jewish Voice for Peace. My mother has just joined JVP. She's very active. I just came back from visiting her. She's been very active in Los Angeles with the JVP chapter. So we're really excited to have this enormous crowd here and to talk about our respective struggles. So without further ado, I'll hand it over to Mathilde Panot. D'abord, je voulais dire à quel point on regarde et on admire les actions qui sont menées ici.
Et c'est pas seulement depuis la France, parce que des soignants qui sont revenus de Gaza nous disaient que les Palestiniens regardaient très, très fortement ce qui se faisait en France, ce qui se faisait aux États-Unis, et donc les Palestiniens aussi regardent cette lutte. Et je pense que cette discussion que nous avons ce soir, elle est particulièrement importante, parce qu'elle permet de combattre un des cadres que l'extrême droite veut poser autour de ce qui se passe au Proche-Orient, qui est de dire que ce qui se passe au Proche-Orient serait une guerre de religion et non pas une guerre coloniale. En France, l'extrême droite essaye de faire croire qu'il y aurait une sorte de choc de civilisation, donc la théorie de Samuel Huntington, avec une guerre du bien contre le mal où le droit international n'existerait plus. Et dans les médias français, depuis le 7 octobre, ils ne cessent de répéter que ce serait une guerre d'Israël contre le Hamas, alors qu'on le voit bien, il y a un génocide en cours en Palestine, avec une volonté de faire disparaître la Palestine et le peuple palestinien. Il n'y a qu'à voir la colonisation qui continue, notamment en Cisjordanie. Et on voit bien, donc les organisations internationales s'est déjà inquiétées de la rhétorique génocidaire qui a été utilisée par le gouvernement israélien, avec des ministres qui parlaient des Palestiniens comme des animaux humains. Et une ministre qui avait même été jusqu'à dire qu'il fallait supprimer Gaza, envoyer une bombe atomique, en disant qu'aucun Gazaoui aucun Palestinien n'était innocent. Le 26 janvier, la Cour internationale de justice a rendu une décision historique en parlant de risque génocidaire et en prononçant des mesures conservatoires à l'encontre d'Israël. Depuis le 26 janvier, quel autre signal qu'une volonté génocidaire a été envoyée par Netanyahou, si ce n'est que, par exemple, Netanyahou a annoncé à de multiples reprises qu'il voulait mener une opération terrestre à Rafah, où sont bloqués 1,4 million de Palestiniens, sans eau, sans électricité, sans médicaments, sans nourriture. C'est une volonté génocidaire quand on demande à toute la population d'aller vers le sud, puis qu'on annonce que là où ils sont bloqués, on va les attaquer. De même, c'est une volonté génocidaire quand on voit les images de ce qu'on appelle le massacre de la farine, où des gens qui essayaient juste d'avoir accès à de l'aide alimentaire humanitaire, alors que la famine est organisée, ont été tués pour une centaine d'entre eux et blessés pour 700 autres. De même qu'il y a une volonté génocidaire quand les Palestiniens qui ne se font pas tuer par les bombes ou par les tirs risquent de mourir, et sont déjà morts pour certains enfants, de soif, de faim ou d'absence de soins. Et il y a un aspect dans les génocides dont on parle moins, c'est le génocide culturel. Et notamment, le 19 octobre a été bombardée une église dans laquelle s'étaient réfugiées 400 personnes, qui est une des plus vieilles églises du monde, qui là aussi montre une volonté de faire disparaître ce qui se passe culturellement à Gaza, de même que de faire taire les voix pour la Palestine. Je pense notamment à Refat Al-Hariri, qui est un professeur, un poète, qui a été assassiné dans ce que les Israéliens appellent des frappes chirurgicales, puisqu'il vivait sur un immeuble où il y avait 3 étages, et seul le second étage où il vivait a été bombardé et attaqué, et donc tué. Et c'était une des grandes voix de la Palestine. À Gaza se joue notre humanité. À l'Assemblée nationale, nous avons reçu des soignants d'une association qui s'appelle Palmed, qui ont passé 15 jours à Gaza pour aider les soignants palestiniens. Et vous comprenez le franchissement de seuil de l'horreur qu'on a atteint quand des soignants qui ont choisi leur métier pour prendre soin des gens expliquent que des bébés qui sont morts 4 ou 5 heures après leur naissance d'hypothermie ont peut-être de la chance d'être morts avant de vivre dans l'enfer de Gaza. De même, une infirmière nous parlait d'un médecin palestinien qui pleurait parce qu'il venait de sauver la vie d'une petite fille de 8 mois. Et il pleurait parce qu'il se demandait s'il avait bien fait de sauver la vie de cette petite fille, parce que dans l'explosion, toute sa famille avait été tuée, qu'elle-même elle avait dû, pour survivre, être amputée des 2 bras. Et il se demandait s'il avait bien fait, dans l'urgence de prendre soin d'elle, de sauver cet enfant qui devrait vivre maintenant amputé à vie, sans famille, dans l'enfer de Gaza. À Gaza se joue notre humanité, et la question qui est posée, c'est de savoir si nous allons laisser la Palestine disparaître. Parce que la Palestine disparaît déjà des écrans et des médias. Dans les médias français, les Israéliens ont été assassinés, ils ont été tués, et les Palestiniens meurent. De même, ils disparaissent des écrans quand le gouvernement de Netanyahou ne laisse pas des journalistes entrer dans la bande de Gaza, et vient même, il y a 3 semaines de cela, de discuter une première fois une loi qui veut interdire les médias étrangers, et notamment Al Jazeera, dont les journalistes ont payé un très fort tribut, un très lourd prix,
pour couvrir ce qui se passe à Gaza. Et si vous regardez dans les médias français, une chercheuse a calculé que sur 29 heures des JT, donc les moments les plus regardés des journaux télévisés de France 2 et de TF1, sur 29 heures, ils ont parlé pendant 5 minutes des Palestiniens. Quand l'Afrique du Sud a fait la plaidoirie pour génocide à l'encontre du gouvernement de Netanyahou, d'extrême droite, il y a eu sur la plaidoirie de l'Afrique du Sud 0 seconde consacrée à la plaidoirie de l'Afrique du Sud. Mais par contre, le lendemain, un média a intégralement diffusé la défense d'Israël, toute la journée. De même, le 26 janvier, quand la première décision de la Cour internationale de justice tombe avec le risque génocidaire, il y a eu 10 secondes dans un des JT de France 2. Cette volonté de faire disparaître la Palestine des écrans, mais aussi de faire taire les voix pour la paix. En France, il y a eu 2 responsables syndicaux qui ont été perquisitionnés et arrêtés à 6 heures du matin pour avoir diffusé des tracts pour la paix. En France, le président de l'Union juive pour la paix a été arrêté parce qu'il manifestait pour la paix, parce que les manifestations pour la paix ont été interdites pendant 1 mois et demi en France. En France, la ministre des Droits des Femmes a menacé de couper les subventions aux associations féministes qui auraient été ambiguës sur les crimes sexuels commis par le Hamas sur les femmes israéliennes. Ce qui veut dire ambigu pour la ministre des Droits des Femmes française, c'est d'avoir aussi parlé des femmes palestiniennes. Et évidemment, toutes les voix pour la paix qui critiquent le gouvernement d'extrême droite israélien sont immédiatement soupçonnées d'antisémitisme, ce qui est le cas pour nous, la France insoumise, mais aussi Dominique de Villepin, ancien ministre des Affaires étrangères, mais aussi l'AFP, Amnesty International ou les rares intellectuels et artistes qui se sont exprimés pour la paix. Évidemment, cela vise à décrédibiliser les voix pour la paix, mais nous sommes très inquiets parce qu'à force d'instrumentaliser l'antisémitisme à des fins palestiniennes, les fins politiciennes, ils affaiblissent la cause essentielle qui est celle de redire à tout instant que personne jamais ne doit être discriminé d'aucune manière pour sa religion réelle ou supposée. Et nous redisons avec force que oui, nous pouvons tout à fait combattre la politique d'extrême droite de Netanyahou, défendre la cause palestinienne, tout en combattant l'antisémitisme et toutes les formes de racisme. Et nous ne serons jamais d'accord pour que ce qui se passe à Gaza soit utilisé pour un racisme crasse. Par exemple, en France, des gens parlent d'antisémitisme couscous en essayant de viser nos concitoyens de confession musulmane. Pour vous dire à quel point ils nous décrédibilisent et la force des attaques, nous sommes plusieurs ici à avoir appelé nos parents en leur disant que si quelqu'un les appelait en leur disant que nous étions morts, il ne fallait pas les croire. De même, j'ai eu par exemple en 4 heures seulement 10 000 appels et menaces de mort qui sont venus de l'extrême droite. Et tous nos meetings, ou pratiquement tous nos meetings, sont perturbés et menacés par l'extrême droite. Et pour vous donner une idée de leur subtilité, CNews, qui est un média d'extrême droite détenu par un milliardaire, avait par exemple organisé un plateau qui s'appelait LFI, : le nazisme est-il passé à l'extrême gauche ? Avec un point d'interrogation quand même. Non seulement nous ne nous tairons pas, mais je suis fière d'être la présidente du seul groupe parlementaire qui ait refusé d'applaudir la présidente de l'Assemblée nationale lorsqu'elle a affirmé un soutien inconditionnel au gouvernement d'extrême droite israélien. De même que je suis fière d'être d'un mouvement politique qui a toujours parlé la langue de la paix et celle du droit international en disant que toutes les vies se valent et qu'aucun crime de guerre ne peut justifier d'autres crimes de guerre et encore moins un génocide. Et les Insoumis ont pris beaucoup d'initiatives pour la paix et nous continuerons d'en faire. Jean-Luc Mélenchon était présent à La Haye pour la plaidoirie de l'Afrique du Sud. De même qu'il s'est rendu au Liban pour alerter sur la menace de guerre généralisée qui pourrait se faire au Proche-Orient. De même, à l'initiative de Jean-François Coulombe, nous avons manifesté devant le siège de l'ONU à Genève et une délégation parlementaire sous notre conduite s'est rendue à Rafah pour exiger un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel. Nous n'aurons pas à rougir devant l'histoire et je dois dire que si nous sommes sous les feux des critiques et des menaces aussi fortes, je veux redire ici à quel point dans le peuple français, la mobilisation pour la Palestine est forte et
la majorité du peuple, l'immense majorité du grand nombre est acquise à la cause de la paix. Et non seulement la majorité du peuple français est en faveur de la paix, mais la majorité des peuples du monde et des pays du monde sont en faveur de la paix et ne supportent pas qu'on continue le génocide à Gaza. Et aucune des luttes que nous menons n'est vaine. Même si parfois nous nous sentons personnellement impuissants face à la situation horrible qui est en train de se dérouler sous nos yeux devant nos téléphones, aucune lutte n'est vaine et nous n'aurons pas à rougir devant l'histoire des actions que nous avons menées. Et vraiment, je veux terminer par vous dire à quel point nous admirons les actions que vous menez, vous aussi dans un contexte très compliqué et dans un endroit où si ça craque, vous avez une des clés et que vous rencontrez aujourd'hui nous donne de la force aussi pour continuer le combat que nous ne cesserons pas de mener en France. Et je veux terminer, parce que nous aimons, nous, la poésie, et terminer par des poèmes, par les mots d'un grand poète martiniquais qui s'appelle Aimé Césaire, qui avait dit, et je crois que ça résonne toujours aussi fortement aujourd'hui, il disait, donc il parlait à ce moment-là aux intellectuels d'Europe, « Ce que nous vous demandons à vous, intellectuels d'Europe, c'est de vous convaincre, c'est de convaincre vos compatriotes que la cause de l'homme est une, que la cause de la liberté est indivisible et qu'à chaque fois, quand il y a un Vietnamien qui tombe, chaque fois qu'il y a un Malgache qui est torturé, chaque fois qu'il y a un Juif qui est insulté, chaque fois qu'un Noir est lynché, on pourrait rajouter chaque fois qu'un Palestinien est assassiné, il y a un morceau de la civilisation universelle qui s'écroule et une flétrissure imprimée sur la joue de l'humanité. Voilà pourquoi nous menons ce combat-là, pour garder notre humanité. Merci beaucoup à vous.